La charrue avant le bœuf, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Boucher. Bonjour Édouard. Salut Olivier. La biodiversité, on en parle souvent, on la définit rarement. Une notion tombée dans le langage courant, mais issue des mondes scientifiques. Aujourd'hui, lorsqu'on en parle, c'est souvent pour évoquer des problèmes. Mais alors, comment parler d'un truc qu'on ne définit pas, ou peu, ou peut-être ? C'est l'occasion de le faire en tout cas. Et qui de mieux pour en parler que l'un de ses ambassadeurs, j'ai nommé Marc-André Sellos. Marc-André, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Et est-ce que tu peux te présenter ? Ça va. Ça va, moi je suis enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et dans 2 autres universités, à Kunming en Chine et Gdansk en Pologne. Moi je travaille sur une partie de la biodiversité, c'est celle des champignons. En fait, depuis que je suis gamin, c'est ça qui me fascine, le monde des champignons. Mais j'essaie aussi de raconter des histoires à un auditoire plus large. Et d'ailleurs, c'est une de mes missions comme professeur du muséum, de raconter un petit peu aux gens la science. Et notamment la biodiversité qui nous entoure et qui structure le monde où nous vivons. Donc toi, ton cœur de métier, c'est vraiment la recherche en microbiologie du coup ? Enfin, mon cœur de métier, c'est une partie de mon métier, oui, c'est ça. J'enseigne aussi pas mal. Et puis en fait, aujourd'hui, mon cœur de métier en horaire, c'est surtout d'aller faire des confs et de raconter des choses ou de faire, des podcasts, par exemple. Ah bah, ça tombe bien. Et d'ailleurs, pour commencer celui-ci, j'ai envie de te poser une question. C'est avant de définir concrètement ce que c'est que la biodiversité, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de ce terme biodiversité ? Comment il est apparu ? Quand est-ce qu'on l'a utilisé dans le langage courant ? C'est un biologiste un peu connu, Edward Wilson, qui a un peu popularisé cette idée-là à la suite d'un colloque qui avait eu lieu, je crois, en 86 aux États-Unis, et qui parlait de bio-diversity. Et en fait, à l'époque, c'est une espèce de porte-étendard pour les naturalistes, pour les gens qui étudient les organismes, qui étudient les espèces, et qui commencent à avoir un peu moins d'argent parce que l'argent commence à aller vers la biologie de l'ADN, la biologie moléculaire. Alors, ils essaient de montrer qu'ils sont pertinents, donc un des trucs, c'est de refaire la façade. Alors, donc de trouver un nouveau terme pour désigner ce qu'ils font. Et ils parlent de biodiversité. À l'époque, c'est une façon de s'opposer à la biologie de l'ADN. Bon, 30 ans après, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on utilise aujourd'hui l'ADN pour détecter la présence des espèces dans les milieux, celles qu'on ne voit pas, soit parce qu'elles sont trop petites, les microbes. Alors par exemple, mes champignons, moi je les étudie en étudiant l'ADN qu'il y a dans des échantillons, et là je vois leur diversité, je vois même leurs gènes et je peux voir ce qu'ils font dans ce milieu-là. Et puis aussi, même pour des espèces visibles, vous avez peut-être entendu que récemment, on s'aperçoit qu'en filtrant l'eau d'une rivière et en étudiant l'ADN qu'on a filtré, on fait une liste plus complète des espèces de poissons qui sont là qu'en essayant de les capturer. Donc même pour des organismes visibles, souvent l'ADN trahit leur présence beaucoup mieux que quand on essaie de les voir. Et il n'y a plus de hiatus. Aujourd'hui, le mot de biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui pénètre toute la biologie, c'est la diversité du vivant. Et c'est vrai que c'est vertigineux, la diversité du vivant. Mais ça s'étudie notamment à partir d'ADN. Ce n'est plus que, même si c'est aussi une activité de naturaliste, c'est devenu quelque part, finalement, la façon de dire aux gens que le vivant, il est dans la diversité. Et on va peut-être en parler ensemble. C'est moins une diversité d'espèces qu'une diversité de fonctions, de rôles dans notre environnement aussi. Voilà, donc, vu de maintenant, la biodiversité, c'est vraiment appuyer sur cette caractéristique du vivant qui est d'être hyper diversifié, hyper protéiforme, hyper multi-actif, hyper multifonctionnel. Alors justement, tu le disais à l'instant, la biodiversité, tu dis potentiellement c'est moins une affaire d'espèces que de rôle ou de fonction. On a bien l'impression que dans ce terme biodiversité, il y a tout, absolument toute la diversité du vivant. Et du coup, en fonction de ce qu'on cherche, de notre problématique, de notre question, comment on fait pour savoir ce que l'on doit regarder ? Dans quelle dimension, justement, on doit appréhender la biodiversité pour faire quelque chose d'utile ou d'intéressant ? D'abord, il faut cesser de regarder. Alors, c'est important de regarder. Mais quand moi, je regarde, je vois des organismes qui ont à peu près la même taille que moi. Ou qui sont 10 fois plus petits ou 10 fois plus grands, mais au-delà, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir une chose, par exemple, c'est que la diversité, c'est aussi l'assemblage des espèces dans les écosystèmes. Et ça, moi, j'arrive pas à voir tout ce qu'il y a dans un écosystème. C'est trop grand, c'est trop multiple. Donc, je suis un peu petit pour voir cette forme de la biodiversité qui est l'assemblage des espèces qui vivent à un endroit ou dans un écosystème de taille variable. Un champ, la région parisienne, l'Europe. Bon. Mais je suis en même temps trop grand pour voir, je suis trop petit pour voir ce qui précède, mais je suis trop grand pour voir ce qui suit. C'est que là, les microbes, par exemple, c'est la biodiversité. Bon, vous deux là, vous avez l'impression d'être deux, mais en fait, vous êtes plusieurs dizaines de milliers de milliards.
parce qu'il y a des On bactéries. m'avait déjà dit ça, que j'étais plusieurs dans ma tête, mais je les avais pas en tête autant. Ah, peut-être pas aussi nombreux. Bah oui, vous avez des microbes sur la peau, vous en avez dans le tube digestif. Chacun d'entre vous contient autant de cellules microbiennes qu'il a de cellules humaines. Donc ça fait du monde. Bon, Dieu merci, ils sont un peu plus petits, ces microbes. Ce sont des bactéries, ce sont des champignons unicellulaires comme des levures. En vrai, ils sont nombreux, même si chacun d'entre vous en porte 1 à 2 kilos, pas plus, surtout dans le tube digestif. C'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, et puis alors, surtout quand on compte en nombre d'espèces, là on est sur entre 3 et 10 000 espèces sur chacun d'entre vous. C'est pas forcément les mêmes d'ailleurs. Ça dépend à quel point vous êtes apparentés et à quel point vous vivez ensemble. Alors je vous pose pas de questions indiscrètes, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus on vit ensemble, ou plus on est génétiquement proche, plus on se ressemble dans la diversité de microbes qu'on héberge. Mais n'empêche que ça fait un sacré réseau déjà. Et d'ailleurs, ils contribuent à notre santé, ces organismes-là. Et par plein de fonctions qui aident à digérer, qui aident à se défendre des agresseurs, qui aident à réguler notre système immunitaire, qui aident à réguler le fonctionnement même de notre système nerveux. Par les molécules qu'ils émettent, ils ont, ces organismes, des fonctions multiples. Ces fonctions multiples, c'est moi et ma santé. Bon. Alors, donc, on n'arrive pas à voir les microbes, même en nous, et encore plus hors de nous. Puis, on n'arrive pas à avoir une autre dimension de la biodiversité, c'est que c'est aussi la diversité génétique. En fait, on ne peut pas sauver une espèce en mettant un couple sur un bateau. Bon, ça a été tenté, paraît-il. Et on prétend que ça a marché, mais soyons sérieux, c'est métaphorique cette histoire-là. Ce qui est vrai, c'est que l'espèce, c'est aussi la diversité génétique, donc c'est pas en sauvant un mâle et une femelle qu'on sauve une espèce. Bon, surtout dans des espèces d'ailleurs où il n'y a pas de mâle et de femelle, comme chez les bactéries. Là, l'espèce, elle contient une diversité génétique qui demande d'avoir un certain nombre d'individus pour la sauver. Et d'ailleurs, en ce moment, dans ce qui se passe autour de nous, on est moins dans un processus de disparition des espèces qu'un processus de réduction des populations qui est assez inquiétant parce que même si l'espèce est toujours là, sa diversité génétique s'érode. Et d'ailleurs, avec sa diversité génétique, les chances qu'on a qu'un individu demeure dans cette population ou dans cette espèce qui sera adaptée au changement climatique, par exemple. Donc c'est aussi les capacités de rebond qui sont en train de s'éroder. On est vraiment à l'aube de la 6e extinction, au sens où beaucoup d'espèces sont encore là, mais elles sont en train, par la fonte de leurs effectifs, de s'éteindre. Parce qu'elles sont en train de perdre de la diversité génétique et les chances qu'il y ait des individus adaptés aux changements qui adviennent. En d'autres termes, quand on a compris que l'essentiel du monde est microbien, juste un chiffre, on pense qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'espèces de bactéries, peut-être plusieurs milliards d'espèces de virus. Donc là, par rapport à quelques dizaines de milliers d'espèces de poissons ou de mammifères, c'est du lourd, hein. Bon, alors d'accord, il y a 2 ou 3 millions d'espèces d'insectes, mais enfin, ça reste quand même assez peu divers. Mais par contre, donc, toutes ces espèces, aujourd'hui, elles sont encore là, simplement, elles sont à la veille de s'éteindre parce que ce qui est en train de disparaître, c'est la diversité génétique qui les compose. Et ça, c'est l'autre grande dimension de la diversité, c'est la diversité génétique dans chacune des espèces. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion d'espèce ? Parce que des fois, on a du mal à comprendre ce qu'est réellement une espèce. La notion d'espèce, c'est un peu comme la notion de gentillesse. Tout le monde voit ce que c'est, mais en fait, quand on commence à le définir, on va s'empoigner parce qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est que d'être gentil. Et si on regarde très précisément, la gentillesse, c'est une représentation du monde. Mais enfin, elle varie selon les individus. C'est très pratique. Mais dans l'absolu, ça n'existe pas, la gentillesse. C'est dur de définir ce que c'est que la gentillesse dans l'absolu. Et les espèces, c'est pareil. C'est des façons de parler du monde réel, mais le monde réel ne se plie pas à ça. Et donc, on a tout plein d'espèces, on a tout plein de définitions de l'espèce, mais en fait, aucune n'est parfaite. Il y a des gens qui définissent l'espèce comme une forme. Souvent, quand on met une plante en herbier et qu'on met ça dans un musée comme au Muséum national d'histoire naturelle, on a la référence pour ce que c'est que le lotier corniculé ou le platane occidental. C'est défini par sa forme. Bon. Il y a des gens qui définissent ça par des méthodes basées sur l'ADN. Comme toi avec les champignons, par exemple. Oui, c'est ça. Moi, beaucoup de mes espèces, en fait, beaucoup de ce que j'appelle des espèces dans mes travaux, elles sont définies par les gènes que je trouve et qui se ressemblent assez pour qu'on dise, tout ça, c'est la même espèce. Sachant que le seuil de ressemblance, c'est un petit peu arbitraire, hein. C'est moi qui les définis, moi et mes collègues. Il y a des gens qui disent aussi que sont de la même espèce des choses qui se croisent. Ils sont capables de faire des descendants ensemble. Mais toutes ces définitions sont pourries. Parce que c'est vrai que la définition sur la forme, c'est très utile. Quand je vais acheter un saumon au marché, je ne fais pas son ADN ou je ne fais pas des croisements. De toute façon, il est mort.
On ne peut plus faire de petits. Donc la forme, c'est pas mal, mais enfin, des fois, on s'aperçoit, quand on creuse avec de l'ADN, qu'il y a des espèces notamment des espèces de lézards dans le sud de l'Europe. Bon, on pensait qu'il n'y en avait qu'une sur la forme, puis quand on fait l'ADN, on s'aperçoit qu'il y a des choses très diverses et qui ne se mélangent pas. Le critère aussi, alors donc l'ADN, là, il sert plus. Mais enfin, bon, voilà. Il y a aussi des fois où le critère d'interfécondité, le fait que deux individus puissent faire des descendants, ça sert à rien. Pour tout le monde bactérien, par exemple, les bactéries se reproduisent en se coupant en deux. Pas en se reproduisant ensemble pour faire un descendant. Donc les critères d'interfécondité, comme les bactéries ça se féconde pas, ça marche pas pour le monde bactérien, et c'est dommage parce que c'est l'essentiel du monde vivant. On a dit plusieurs dizaines de millions d'espèces tout à l'heure. Donc tout ça, c'est des critères, la forme, des critères basés sur l'ADN, ou des critères basés sur l'interfécondité, qui marchent dans certains cas, qui sont bien utiles dans certains cas, genre la forme, c'est très utile pour aller acheter un saumon au marché, mais pas dans d'autres cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la biodiversité, elle est continue. Entre la diversité génétique et la diversité des espèces. Et en fait, on a essayé de faire des petits compartiments, de découper ça, parce que c'est pratique. Mais c'est des façons de saisir le réel. Ce n'est pas le réel. Le réel, il est qu'il y a de la diversité, et que cette diversité, elle a tendance à être assez peu variable entre certains organismes qu'on va mettre dans la même espèce, et un peu plus entre d'autres qu'on va mettre dans des espèces différentes. Mais où est la limite exactement ? C'est très souvent une question de décision et d'arbitraire. Donc c'est une espèce, c'est nous qui avons des raisons suffisantes de dire que ça, c'est une espèce, en fait. C'est vraiment très utile, et ça permet de faire de la science, ou son marché d'ailleurs. C'est très utile, les espèces, mais c'est pas forcément dans la nature. Pour fixer les idées, ça revient à c'est tout à fait équivalent à ce que c'est que la lumière. Ça peut se décrire comme une onde, avec une longueur d'onde, et voilà. Ça peut se décrire comme une particule, le photon, mais personne ne prétend que c'est une onde ou une particule. C'est des façons de décrire la chose pour la saisir, pour l'analyser, pour s'en emparer. Et c'est très important parce que ça permet ensuite de faire des tas de choses comme les cellules photovoltaïques et autres. Mais ce ne sont que des descriptions, ce n'est pas la réalité. Bien, l'espèce est une description du monde, ce n'est pas la réalité du monde. Pourtant, mon chat arrive à faire la différence entre un chien et un oiseau. Ouais, mais ça, c'est facile. Mais alors, ce qui est plus fort, c'est que souvent, pour l'anecdote, moi j'ai une amie qui a dressé un chien à faire la différence entre les fameuses espèces de lézards cryptiques. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est des espèces... Bon, toi, à l'œil, c'est le même lézard, mais le chien, il est capable de faire la différence. Bon, donc il doit y avoir des trucs sur l'odeur ou des facteurs auxquels nous, on n'est pas sensibles qui permettent de faire la différence. N'empêche que nous, on ne l'avait pas vu, et que sans l'ADN, on n'aurait pas vu que c'était plusieurs espèces de lézards. En d'autres termes, c'est vrai que les animaux sont capables aussi de repérer des différences génétiques ou des différences d'identité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un continuum entre les formes extrêmes. Dans certains cas, on trouve tous les intermédiaires et le découpage, il est un petit peu une décision humaine. Dans d'autres cas, il y a des choses bien divisées et là, localement, notre concept d'espèce reflète un peu plus la réalité, sauf qu'éventuellement, un jour, un individu d'un de ces stocks bien individualisés et un autre de l'autre stock se trouvent réunis ensemble et font un petit ensemble. Un hybride. Et c'est pas contre nature, ça. Ça arrive souvent dans l'évolution que deux espèces se mélangent par hybridation. Et alors là, il y avait deux espèces avant, il n'y en a plus qu'une après. Ouais, tout ça est assez fluide. Et cette vision compartimentée, elle est pratique. Mais tout ce qui rend discontinu le réel est un peu une façon d'estropier le réel pour le faire rentrer dans nos raisonnements. Alors une question qui arrive avec ça, c'est puisqu'on peut se mettre d'accord, et c'est même nécessaire qu'il y a une érosion de la biodiversité, ce dont tu parlais, et que c'est problématique, comment on fait pour savoir quand on en a assez, suffisamment, pour avoir suffisamment d'espèces ou suffisamment de gènes pour se dire là, c'est à peu près OK, on peut avancer comme ça, on n'est pas dans une situation dramatique. Ta question est intéressante, parce que quand est-ce qu'on se dit, bon là on est sur le point de vue anthropique. Bon, aujourd'hui il y a un écroulement de la biodiversité. Au niveau de la disparition des espèces, on compte qu'elle a augmenté d'un facteur 500 depuis que l'humanité est arrivée sur Terre pour les plantes, d'un facteur 1000 à 10 000 pour les animaux, qui sont un peu moins résilients pour le coup. Et cette accélération-là, elle fait qu'aujourd'hui, on a une vitesse d'extinction qui est probablement 1 millier de fois supérieure
aux vitesses d'extinction des crises précédentes, parce qu'il y a déjà eu des crises liées à des chutes de météorites ou à des accidents dans la biosphère, notamment des émissions de méthane qui ont réchauffé brutalement le climat. Ça s'est déjà produit et ça tue. Donc, on a effectivement une érosion des espèces, mais en fait, ce qu'on a surtout, c'est une érosion de la biodiversité, je le disais, dans les espèces. Quand on nous dit que 80% des espèces des insectes ont disparu en 30 ans, ou que 30% des oiseaux ont disparu en 15 ans, en Europe, ces derniers temps, en fait, c'est au niveau des individus, c'est pas au niveau des espèces. Même si au passage, il y a peut-être une ou deux espèces qui ont disparu. Donc, on est surtout en ce moment sur une réduction de la biodiversité intraspécifique. Donc ça, c'est posé, il y a une érosion de la biodiversité et elle est plus rapide que jamais. Mais moi, je vais vous dire qu'il y a une crise de la biodiversité, c'est un non-sens. Parce que la biodiversité, elle a vécu des crises. Et la diversité, c'est un processus qui génère la biodiversité, c'est un processus générateur qui est permanent. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le processus générateur, il est compensé par le fait que les conditions de vie qu'on impose aux organismes font qu'il y en a qui s'éteignent. Et donc on est plutôt en baisse quantitative. Mais pour la biodiversité, c'est pas grave. Laissez-en une poignée et ça repartira. Moi, je vois pas comment on arrivera à éteindre les espèces de bactéries qui vivent par 10 ou 12 km de profondeur dans les profondeurs des roches, des basaltes et des granites de profondeur. On sait qu'il n'y a pas énormément de vie, mais il y a de la vie là. Et ces machins-là, ils sont capables de repeupler la Terre après nous. Prenez un écosystème florissant, une prairie, vous déversez dedans du pétrole, vous foutez des métaux lourds. Alors là, c'est plus vivable pour nous, Mais enfin, il y a une diversité d'organismes, de micro-organismes tolérants aux métaux lourds et qui bouffent des hydrocarbures qui va se développer. Non, la crise, c'est la crise d'une biodiversité avec laquelle on peut vivre. C'est-à-dire celle qui nous permet d'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes en nous, notre microbiote, et d'être nous-mêmes autour de nous, c'est-à-dire avoir un environnement où il y a de quoi manger, il y a de quoi s'habiller, il y a de quoi faire des maisons, et en plus, un certain nombre de services comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau ou le fonctionnement des sols et la production de fertilité à partir de tout ce qu'il y a dans le sol s'opèrent. Donc la question c'est quel est le seuil à partir duquel il n'y a plus de quoi vivre humainement. Et en fait c'est une crise de l'humanité donc, le risque. Et la réponse, je ne sais pas très bien. Mais je sais qu'un principe de précaution voudrait qu'on perde le minimum d'espèces parce que justement, si la biodiversité, elle s'est ressuscitée tout le temps, ça prend souvent quelques millions d'années. Et ça, on n'a pas le temps, nous, d'attendre quelques millions d'années une espèce vitale ou des fonctions vitales qu'on aurait perdues. Donc c'est une crise de l'humanité. Et si la biodiversité s'en mettra, l'humanité pourrait ne pas s'en mettre à cause du rythme de résilience de l'une qui n'est pas du tout compatible avec le rythme de génération et les besoins de l'autre. L'humanité, qui elle a des besoins rapides et immédiats, que son environnement soit stable. On voit combien quelques degrés rendent la vie invivable. Et quand je dis invivable, quand vous êtes pris dans un incendie, pas loin d'un incendie en Australie, c'est vraiment plus vivable du tout. Donc on voit que nous on est une espèce super fragile quant à ses conditions de vie. Non seulement physico-chimiques, certes, on voit aussi comment certains polluants augmentent les fréquences de cancer en France. Notamment, les cancers pédiatriques, ils ont augmenté de 40% depuis les années 70. Ça, c'est un signe de génotoxicité de l'environnement, mais aussi l'environnement vivant. Et c'est ça qui risque bien de nous manquer. D'ailleurs, aujourd'hui, on a plein de maladies comme l'obésité, ou des syndromes comme Parkinson, ou l'Alzheimer, ou encore des maladies auto-immunes, ou des maladies allergiques, l'allergie, l'asthme, qui, en fait, se développent en partie parce que la diversité de microbiote qu'on a en nous n'est plus suffisante pour aider notre organisme à fonctionner normalement. C'est une des causes, elles sont multiples. Donc on voit très bien qu'en fait l'érosion de la biodiversité, aussi bien interne, celle de notre microbiote, que externe, ça nous menace assez directement dans notre qualité de vie. Donc c'est bien une crise de l'humanité, et le principe de précaution voudrait qu'on essaie de garder le maximum d'espèces, parce qu'en fait on ne sait pas encore très bien si on pourrait vivre avec un petit groupe plus réduit d'espèces. Mais il n'y a pas de crise de la biodiversité, rassurez-vous. Ça, elle y survivra. Donc c'est un problème d'origine humaine, dont on est la principale cible, si j'entends bien. Mais est-ce qu'on peut être la solution ? Oui, j'ai un copain qui a écrit un livre qui s'appelle Boomerang. Guillaume Decoq, il a écrit un super livre où il raconte comment ça nous revient dans la gueule, ce qu'on fait. C'est en cours. Et alors, par contre, effectivement, on peut être des agents de biodiversité. Alors, déjà, de façon marginale, on voit très bien que sur des espèces cultivées, on a diversifié certains aspects. Alors pas forcément l'ensemble de la population, mais quand vous voyez le chou sauvage et que vous comparez ça au chou-fleur, au chou de Bruxelles,
au chou paumé, au romanesco. Et puis en plus, alors on l'a hybridé avec les navets, et ça nous a donné le colza et le rutabaga, qui sont encore bon. Donc vous voyez, on est capable de faire de la biodiversité, mais pour les espèces cultivées, quand même, souvent, on se retrouve avec une biodiversité qui est un peu moindre que celle des populations sauvages. Quand on les a encore, on s'aperçoit qu'on a quand même un petit peu perdu de diversité malgré tout. Mais on peut sélectionner des choses nouvelles qui n'existaient pas avant. On peut aussi vouloir s'appuyer sur une diversité qui remplit des fonctions que l'on veut voir remplies dans l'environnement. Je donne souvent 2 exemples. Aujourd'hui, on a des exemples d'agriculture empirique, ancestrale, et des exemples d'agriculture expérimentale moderne qui montrent qu'en mélangeant des variétés, soit parce qu'on sème en vrac des semences très diversifiées, y compris récupérer des voisins en mélange avec les siennes, ça existe dans la riziculture traditionnelle du sud de la Chine, on fait des champs hyper divers, les pathogènes ne se propagent pas. Parce que quand ils réussissent sur un plan, le voisin il est tellement différent génétiquement qu'ils n'arrivent pas à le rendre malade. Et si jamais par hasard ils y arrivent quand même, quand ils passent sur un troisième pied, là. Donc les mélanges de diversité génétique dans les champs, ça peut être des outils, surtout si on a bien choisi leur profil de résistance aux maladies, complémentaires et différents, ça peut être des outils pour freiner les maladies, remplacer les pesticides ou les amoindrir. De toute façon, dans le sud du Yunnan, dans le sud du Yuanwang en Chine, où on a ces rizicultures ancestrales et très très diverses et où il n'y a pas de pathogènes, on n'a pas de pesticides non plus, et on fait 7 à 10 quintaux de riz par an. Sous-entendu, ça marche. Ça marche. Très bien. C'est 10 tonnes d'ailleurs. Donc ça marche encore mieux. Donc c'est tout, ça se passe tout à fait normalement. Autre exemple. Pour rebondir là-dessus, pour l'instant, nous, notre modèle agricole vise quand même à cultiver des clones. On cultive effectivement des choses toutes identiques qui ont des fortes performances, mais si une est malade, toutes le seront. C'est une avenue pour les pathogènes. Donc la diversité génétique pour les plantes cultivées, c'est une façon de restaurer une sorte d'immunité collective. Bon. Autre exemple, toujours en agriculture, les haies. Les haies, c'est intercaler des écosystèmes qui font à la fois barrière à la propagation des maladies, mais qui ont aussi des rôles contre l'érosion, contre des vents trop forts qui provoquent un assèchement estival, qui sont des réservoirs d'oiseaux et de chauves-souris qui vont s'attaquer à un certain nombre d'insectes indésirables des cultures, qui vont produire d'ailleurs d'autres choses au passage. Du bois. Ce bois fragmenté pourra permettre de faire des paillages et d'éviter d'avoir à désherber les endroits qu'on aura paillés. Enfin paillés ou couverts de bois broyé. Donc ces haies, c'est encore des choses qui vont ramener de la biodiversité qui va être multifonctionnelle et qui va permettre voilà. Quand on a supprimé les haies en France, on avait en même temps des pesticides qui nous ont permis de les supprimer sans s'apercevoir qu'elles avaient un rôle phytosanitaire. Donc aujourd'hui, on pourrait très bien les retrouver ça, et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à utiliser quelques produits phytosanitaires de temps à autre. Mais on pourrait au moins utiliser ça. Voilà. Donc là, tu parles des actions qu'on pourrait mettre en place pour restaurer dans certains environnements un milieu un peu plus divers avec des fonctions dont on aurait utiliser de la biodiversité. Voilà. Après, il y a aussi ne pas faire. Par exemple, peut-être arrêter d'artificialiser certains sols. Ça permet aussi de préserver quelque chose dont on aura besoin plus tard. Alors ça, c'est vrai qu'on a besoin de préserver, et une des façons de préserver, c'est de faire des réserves. Notre pays a signé parmi d'autres 30% de réserves. Mais enfin, aujourd'hui, les législations de ces réserves sont un petit peu en dessous de ce qui assure leur protection. Mais une fois qu'on aura ces réserves, il restera l'essentiel du territoire dans lequel il faudra à la fois des corridors pour mettre en relation ces réserves et éviter que des populations trop fragmentées ne crachent chacune faute de diversité génétique. Et ça, c'est les trames vertes et bleues qu'on a en France, et noires aussi. Mais elles sont importantes. Alors aujourd'hui, on voudrait une trame brune, mais une trame de sol, c'est-à-dire des trames qui permettent aux organismes du sol de se propager. Mais je pense que si on a une trame verte et une trame bleue bien faite, ça fait la trame brune au passage. Et noire. Et noire éventuellement. C'est-à-dire des zones sans trop d'éclairage, pour que la vie nocturne se développe bien. Donc il nous faudra à la fois des zones qui sont pas trop anthropisées pour que les espèces se déplacent entre les zones de protection. Et puis il faudra quand même aussi pas écrabouiller la diversité dans les zones vraiment anthropisées où on développe nos activités. Et pour ça, effectivement, il faut regrouper de façon semi-dense l'habitat, déjà pour laisser de l'espace agricole, et il faut dans l'espace agricole avoir des interventions le moins toxiques possible, notamment les pesticides. Ce serait bien d'avoir tout l'arsenal que je disais tout à l'heure avant de les utiliser les années où ça merde vraiment. Parce qu'il y a des années où effectivement on n'a pas d'autres ressources que de les utiliser. Donc, pour conclure là-dessus, il faudra quand même aussi avoir dans les zones
anthropiser, les zones où nous sommes actifs, des gestes qui ne l'abîment pas trop, mais dans ce que j'ai dit tout à l'heure, une des façons de faire, c'est de se dire, n'est-elle pas à un moment cette biodiversité une solution ? Et la réponse c'est, dans certains cas, oui. Et dans ces cas-là, il faut absolument l'utiliser. Oui, c'est moins facile dans d'autres domaines que l'agriculture. Je pense à la production d'énergie, parce que là, c'est difficile de ne pas faire des déchets radioactifs, de ne pas hacher quelques poissons avec des hydroliennes ou de ne pas hacher quelques oiseaux avec des éoliennes. Là, c'est moins facile. Mais quand même, toutes les activités de gestion du milieu vivant, l'agriculture et la foresterie, normalement, là, on doit pouvoir se servir de la biodiversité comme une ressource et donc l'entretenir au cœur de notre action, jusqu'à un certain point en tout cas. L'illustration de ça, c'est la forêt amazonienne, dont on découvre aujourd'hui que ça a été un vaste jardin d'Amérindiens avant qu'ils ne meurent des maladies que les Européens avaient introduites en Amérique. Et dont on découvre aujourd'hui que c'est une diversité entretenue par l'homme. Donc c'est possible. Ce qui permet de changer un petit peu le récit de la forêt amazonienne, c'est vrai. Et alors, puisque on arrive un petit peu vers la fin de cet épisode, on pourrait quand même t'interroger, Marc-André Sellos, tu disais que quand même, finalement, une grosse partie de ton temps, tu le consacres à venir, comme tu le fais derrière ce micro, parler de ça, avec des mots que l'on peut comprendre, nous parler de cette diversité, de pourquoi elle est là, à quoi elle sert, comment on l'entretient éventuellement. Est-ce que tu as l'impression qu'on fait suffisamment de vulgarisation, de communication sur cette biodiversité, son érosion et comment vivre avec ? On repose sur une vision de l'activité scientifique qui est complètement erronée. Pour la plupart de mes collègues, la fin du travail de recherche, c'est d'avoir publié dans des revues scientifiques en anglais, qui peuvent être lues par des gens qui font à peu près le même travail, ou presque, et qui peuvent s'intéresser à ce qu'on a fait. Ça, c'est complètement erroné. La fin d'un travail scientifique, c'est quand il a été pris en main par la société, si c'est possible, et qu'il sert à quelque chose. Et aujourd'hui, la science ressemble de plus en plus à une mule qu'on charge et qu'on décharge jamais, c'est-à-dire qu'on n'évacue jamais vers la société les connaissances acquises. Il y a des efforts de vulgarisation dans toutes les institutions, et notamment la mienne au muséum. C'est une des 5 fonctions des professeurs du muséum, et par quoi ils diffèrent des professeurs des universités. Nous devons rechercher, faire de l'enseignement, gérer les collections, servir de conseil au gouvernement. Alors là, on n'est pas trop emmerdé, ça va. On n'est pas trop consulté. On vient pas trop de chercher. C'est bon. Et faire de la vulgarisation comme des expositions ou des conférences. Et donc c'est pour ça que moi je suis retourné au muséum, c'est que là c'était vraiment dans le cahier des charges. Mais dans beaucoup de à l'INRAE ou au CNRS, il y a des gros efforts de vulgarisation, mais je pense que c'est pas encore suffisant tout ça. Il faut vraiment rendre la science aux gens pour qu'ils s'en servent comme d'une boîte à outils. Et par exemple de la biodiversité comme d'une boîte à outils chaque fois que c'est possible. Bon, j'en parle, minute publicitaire, j'en parle beaucoup d'ailleurs dans mon prochain livre qui paraîtra en mars prochain. Un livre qui s'appelle Né en nature, comment l'histoire naturelle donne son sens à l'humanité, qui est née en nature, et qui l'a un petit peu oublié, et qui pourrait s'en servir plus. Donc on a vraiment besoin de rendre, de donner la boîte à outils aux citoyens pour qu'ils s'en servent plus, et ça passe par plus de formation initiale. Alors aujourd'hui, la formation en SVT, c'est n'importe quoi, il n'y en a pas au primaire, il y en a une pauvre heure au secondaire, ouais. Et encore c'est en option en première, en terminale. Ça passe aussi par de la vulgarisation auprès des gens, et je vois que les journalistes commencent à bouger pour avoir de plus en plus, intégrer plus l'activité scientifique dans l'information scientifique dans l'information générale. Mais ça, c'est encore un petit peu lent. C'est vraiment vital de restituer aux citoyens ce qui leur permettra de prendre des décisions plus éclairées et d'agir différemment, et pas simplement de s'interdire des choses, attention, mais en plus, qui leur restituera ce qu'ils ont payé de leurs impôts. Parce que la recherche et son produit appartient à tous. Nous travaillons pour le peuple, qui l'a un peu oublié, alors que c'est pourtant une bonne nouvelle dans le désastre de mauvaises nouvelles qui nous entourent. Ça, c'est sûr. Ça rejoint la notion de, comme tu disais, pour savoir ce qu'il faut protéger, il faut encore le comprendre. Voilà, ça aide à savoir les enjeux. Parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas compris que c'est vital pour nous, la biodiversité, on se dit que c'est tous ces oiseaux et ces criquets, c'est pas aussi important que de racheter un peu plus de viande industrielle ou un peu plus de viande d'élevage intensif pour nourrir ses enfants la semaine suivante. Bah non, en fait, il y a un alignement. Peut-être que ces enfants-là, ils mangent trop de viande et que ce serait plus sain pour eux et pour l'environnement où ils vivent de manger un peu moins de viande venue d'élevage extensif qui repose sur une base de biodiversité plus importante. Des pâtures, par exemple, qui sont des creusets incroyables de biodiversité. C'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Dans quelques minutes, tu vas t'adresser à un amphithéâtre d'étudiants, ingénieurs agronomes.
ta conclusion, ton message clé pour eux, ce sera quoi ? Surtout que c'est eux qui vont bosser dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport au milieu agricole. Que je suis content de les avoir vus, mais que ça sert à rien, parce que rien que le fait qu'ils m'aient invité, ça prouve qu'ils se posent des questions et qu'ils sont en route vers les réponses. Moi, ce qui m'inquiète plus, je vais pas leur dire que du coup je suis venu pour rien, mais quelque part, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est tous les gens qui m'invitent pas à venir ou qui n'invitent pas des alter ego à venir leur parler. Là, je sais pas comment les atteindre. Et on a besoin d'atteindre un maximum de gens. C'est-à-dire qu'on ne parle qu'à des convaincus ? Pas que, mais je pense que dans l'auditoire que je vais avoir, il y aura beaucoup de convaincus. Et je prie pour qu'il y ait un maximum de pas convaincus et qui me tapent pas dessus en sortant, mais qui se posent des questions ou qui se disent tiens, oui, au fait, il y a peut-être des bonnes solutions, des solutions de bon sens, basées sur la biodiversité. C'est pas juste un boulet à protéger. Belle conclusion. Marc-André, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. C'est ce qu'il y a de plus important pour faire connaître la charrue avant les bœufs. Et si vous souhaitez approfondir un peu plus le sujet, on vous recommande la lecture des bouquins de Marc-André Sellos, dont vous trouverez quelques exemples dans la description. C'est vrai qu'on peut aller un peu plus loin qu'un épisode de 30 minutes sur le sujet. En attendant le prochain, on vous dit à bientôt. Salut!